Bienvenue au Cercle Saint-Raphaël, un cercle faisant partie de l'UCLF, Union des cercles légitimistes français. Extension du pôle de formation avec Marc et Olivier en tant qu'animateurs, avec aussi Alix qui a un problème technique, ne pourra pas exercer son rôle de modérateur aujourd'hui. Et de moi-même, Valentin à la technique. C'est une première pour nous d'enregistrer ce genre de réunion. Ces études se basent sur la lecture de textes qu'on retrouve sur le site bibliothèque de l'UCLF, Vive le Roi. On confrontera ici la société traditionnelle à celle moderne, bourgeoise. On va donc sortir de l'image socialisante de la société, une bourgeoisie qu'on accuse de tout ou d'une bourgeoisie conservatrice et libérale. On va mettre en perspective le référentiel moderne pour ne pas tomber dans cette dichotomie qui n'est qu'un voile de plus travestissant l'état naturel de la société. Durant tout notre propos, nous ne parlerons nullement du bourgeois traditionnaliste, désireux de transmettre à ses enfants une société harmonieuse fondée sur la loi naturelle voulue par le Créateur. Une société dont la finalité terrestre est le bien commun. Le bourgeois dont il est ici question est celui prophétisé par Thomas Hobbes, le bourgeois révolutionnaire qui professe l'autonomie de l'homme et promeut la propriété en droit naturel imprescriptible, avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette seconde catégorie présente un large spectre, du bourgeois conservateur qui espère fixer la révolution dans le stade le plus avantageux pour lui, au bobo qui, en égalitariste honteux de sa richesse, vante l'engagement de ses enfants dans un mouvement anarchiste, antifa ou aide aux migrants. Pourquoi s'intéresser à cette bourgeoisie dans notre camp chouan 2023 ? C'est que, nous dit l'historien François Furet, la bourgeoisie est l'autre nom de la société moderne. Je vais laisser place aux intervenants. Tout ça, il le met à la poubelle. Et son ennemi juré, c'est la philosophie traditionnelle, plus précisément la métaphysique. Il propose une nouvelle façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde a été adoptée par tout le monde anglo-saxon. Dans le monde latin, il y a eu à peu près la même chose avec Machiavel. Machiavel est allé moins profondément dans la philosophie que Thomas Hobbes. Machiavel a plutôt donné une série de recettes qui ont un fondement philosophique, mais qu'il n'explicite pas. Alors que Thomas Hobbes explicite sa philosophie. Et la bourgeoisie, Hannah Arendt nous le dit, la bourgeoisie moderne a adopté, sans le savoir, la philosophie prophétisée par Thomas Hobbes. Alors maintenant, pourquoi nous intéresser à cette bourgeoisie dans le camp chouan cet été ? Eh bien, c'est que précisément, l'historien François Furet nous dit que la bourgeoisie, sous-entendu moderne, est l'autre nom de la société moderne. Et il nous faut expliciter, il nous faut expliquer cette phrase. Et c'est l'objet de toute l'étude qu'on vous propose. Alors, dans cette étude, nous traiterons dans un premier temps de la société traditionnelle et de la propriété, puisqu'on a vu en introduction que la propriété, eh bien, c'est un peu le nœud du problème pour la bourgeoisie. Alors, qu'en est-il de la propriété dans la société traditionnelle et finalement du fonctionnement de cette société traditionnelle ? On s'occupera principalement dans cet exposé du fonctionnement de la philosophie et finalement très peu de la théologie. Elle aura un peu sa place, mais c'est surtout de la philosophie et de l'économique et de la politique dont on va parler. Et pourquoi présenter dans un premier temps la société traditionnelle et la propriété ? Il s'agit d'avoir un référentiel, des billes avec lesquelles on pourra juger de la pertinence
de la société moderne. Il faut présenter... Alors nous, on a une difficulté, nous, hommes du 21e siècle, c'est qu'on est immergé dans cette société moderne. Et donc, il nous faut connaître les principes de fonctionnement de la société traditionnelle pour pouvoir les comparer avec ce que nous vivons actuellement. Et enfin, nous proposerons des remèdes pour restaurer une société traditionnelle en France. Voilà donc le programme des réjouissances. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose, Olivier. Non, c'est très vrai, c'est très juste. Un point qui revient souvent quand on discute avec les personnes, c'est certains ont du mal à reconnaître à quel point nous sommes tous intoxiqués par la modernité, tous plus ou moins. Il y en a qui sont, même les plus traditionnels des traditionnels sont des modernes en fait. Et ça, c'est déjà une preuve d'humilité de le reconnaître. Et deuxièmement, ça nous permet donc de pouvoir nous en dégager, de le reconnaître dans un premier temps, ça permet de nous en dégager. Et donc vraiment, c'est un effort à faire pour comprendre à nouveau donc cette société traditionnelle. Et donc là, ce qu'on va faire, ce n'est pas du tout donc une longue digression qui serait stérile, mais vraiment, comme a dit Marc, un rappel de ce qui va nous permettre d'analyser ensuite la bourgeoisie actuelle. Voilà. Alors Olivier, tu le dis beaucoup mieux que moi, donc est-ce que tu peux commencer le texte, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, comme nous disions, on va présenter donc la société traditionnelle et propriété. Et donc, dans ce cadre, donc on va voir la place traditionnelle de l'homme dans l'univers. Et donc, on va partir à tout seigneur, tout honneur. On va partir du livre de la Genèse. Donc, je cite, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Fin de citation. Oui. Oui, alors, effectivement, je ne sais pas s'il y a des véganes dans la salle, parce que vous voyez que Dieu a donné comme nourriture toute herbe verte, donc toute plante en fait. Mais il faut bien se rappeler que lorsqu'il dit ça, nous sommes au paradis terrestre, c'est avant la chute. Hein. Donc on est au jardin d'Éden en fait. Que l'on soit croyant ou non, ce récit du livre de la Genèse résume bien la position de l'espèce humaine au sein de cet univers qu'elle habite. Premièrement, la création est bonne. Le monde est organisé selon des lois qui en font quelque chose d'harmonieux, propre à être contemplé. Deuxièmement, il revient à l'homme, créature intelligente, de prendre soin du jardin-monde qui lui est confié en respectant ses lois. Troisième point, l'homme n'est pas le propriétaire du monde. Le croyant dira que seul le Créateur, qui en est le principe, en est propriétaire. Alors ça c'est très important parce que vous voyez bien que les générations d'hommes se succèdent. Donc c'est l'espèce humaine à qui finalement Dieu a confié le monde, mais chaque génération d'hommes n'en a que l'usage qu'il transmet aux générations suivantes.
Et il est évident qu'il doit respecter cette création et respecter toutes les créatures de cette création. Parce que Dieu les a faites. Et donc Dieu a confié à l'homme le soin de dominer ces créatures, mais pas de les exterminer. On le voit bien dans la Genèse. Donc Dieu a donné à l'homme la charge d'organiser ce jardin monde. Donc une loi naturelle commune à tous les hommes. L'homme fait donc partie de ce monde et obéit, comme toute créature, à des lois propres à son espèce. Des lois physiques et physiologiques, bien sûr, mais aussi des lois morales qui l'invitent à un bon comportement, que ce soit envers son créateur, envers ses semblables, en particulier envers l'autre sexe, envers lui-même ou envers le reste des créatures. Ces lois, qui constituent ce que l'on appelle la loi naturelle, sont accessibles par la seule raison et appelées pour cela loi de droite raison par le païen pré-chrétien Cicéron, grand juriste romain. On retrouve la loi naturelle dans toutes les civilisations sous forme plus ou moins aboutie. Donc on a par exemple adoré Dieu. Il n'existe pas de peuple sans religion dont l'objet naturel est de relier l'homme à la divinité. Respecter la vie est un autre droit naturel qui est universel, ne pas tuer, ne pas violenter. Ou encore, respecter l'autre, en premier chef, honorer ses parents et plus généralement l'autorité qui nous fait grandir, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Également se respecter soi-même, se maîtriser, développer son intelligence et sa volonté, ne pas nuire à sa santé, etc., pour en citer d'autres. Pareillement, l'usage des biens de ce monde, la propriété, est encadré par la loi naturelle, avec cet impératif qui est d'assurer la vie humaine et d'entretenir la paix par la justice. Voilà, donc vous voyez, là on a été obligé de résumer ce qu'était la loi naturelle. Évidemment, on peut faire des livres entiers avec plusieurs tomes sur la loi naturelle. On est obligé donc de synthétiser et de perdre un peu de précision. Alors cependant, je pense qu'il faut pouvoir démontrer ce que nous avons dit là. Alors, la loi naturelle, nous avons dit que c'était la loi de droite raison. Et saint Thomas a repris les mots de Cicéron pour cela. Et non seulement Cicéron, le Romain, 50 ans avant Jésus-Christ, dit que la loi naturelle, c'est la loi de droite raison, mais vous avez aussi le chinois Confucius, qui, 500 ans avant Jésus-Christ, dit exactement la même chose. Donc on a des grandes intelligences qui convergent toutes vers une quasi même définition. Et si vous voulez la définition que donne Cicéron de la loi naturelle, je pense qu'elle est très importante. Alors je vais faire un zoom, Valentin. Voilà ce que dit Cicéron dans De la République. Il est une loi véritable, la loi de droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Donc voilà, il dit qu'il y a une loi véritable qui est la droite raison, qui est conforme à la nature, qui est universelle. C'est précisément la définition que nous donnons de la loi naturelle, que saint Thomas en donne. Et Cicéron continue. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende. Ces paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelques parties, ni abrogée tout entière. Donc, on ne peut y toucher. On ne peut pas en contredire une des parties. Cicéron continue, ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Ça veut dire aussi qu'elle s'impose, cette loi, au Sénat et au peuple. Ils ne peuvent pas l'abroger.
On ne peut pas, ni le peuple, ni le Sénat ne peuvent nous en délier. Ce que dit Cicéron plus loin, elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre dans Rome, autre dans Athènes. Donc ça veut dire qu'elle est vraie partout, à Rome et à Athènes, et partout ailleurs. Elle ne sera pas autre demain qu'aujourd'hui. Donc non seulement elle est vraie dans tout l'espace, mais elle est vraie dans le temps. Et il continue, mais dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable. Et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi, que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul sans subir les plus dures expiations. Utile éviter d'ailleurs tout ce que l'on appelle supplice. Et donc là, c'est absolument remarquable, parce que Cicéron, c'est 50 ans avant Jésus-Christ. Dans une société polythéiste, il arrive à l'unicité de Dieu, parce que Dieu seul donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi. Et c'est le roi de toutes les créatures. Vous voyez que ce texte fait complètement écho à celui de la Genèse. On voit que c'est la même chose. Il dit exactement la même chose. Mais là, il précise qu'il y a des lois, et donc la loi de nature, la loi de droit de raison. Donc seules les créatures intelligentes ont la science, puisque la droit de raison suppose l'intelligence et la volonté. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez réussi à lire en même temps que je le... Je ne sais pas si on peut toujours afficher... Si l'écran est toujours partagé, je ne sais pas. Alors, il est toujours partagé. J'avais cliqué sur la définition aussi de Cicéron, personnellement. Oui. Là, on est de nouveau sur le texte normal. Voilà, normalement, on est sur le texte. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, Marc, à ce sujet. Et donc, Cicéron, ce qui est intéressant de voir, donc, c'est que cette règle, elle est dans la nature, on peut l'extraire par notre intelligence, par notre raison. Marc l'a bien dit. Mais c'est une loi qui est donc au-dessus des lois humaines. Et donc pendant très longtemps, c'était dans l'introduction, en creux, pendant très longtemps, les hommes ont coiffé leur édifice juridique de cette loi. C'est-à-dire que cette loi naturelle, elle surplombait, elle dominait la hiérarchie des normes de l'époque. C'est-à-dire que toutes les lois humaines étaient dominées par ça, c'était un but à atteindre. Dans l'introduction, on a vu tout à l'heure le mot qui apparaissait qui était l'autonomie. L'autonomie de la bourgeoisie moderne, ça veut dire que cette bourgeoisie moderne s'est détachée de ça. Et donc le mot contraire, c'est hétéronomie. Donc les hommes qui respectent la loi naturelle sont dans l'hétéronomie. La société traditionnelle était hétéronome. Et donc les hommes respectaient cette loi naturelle. Et d'ailleurs, Cicéron, c'est un autre élément qui est important, nous dit, même si on la méconnaît, même si on ne l'applique pas, elle est toujours là, cette loi naturelle. Elle est dans la nature. Donc même si les hommes lui tournent le dos, ils en paieront le prix, parce qu'ils ne respectent pas les lois naturelles, donc ça ne va pas donner de bons fruits, mais elle est toujours là. Donc elle est vraiment hors de portée de l'homme. Elle est au-dessus de l'ordre juridique humain. Soit les hommes la respectent, c'est l'hétéronomie, soit les hommes lui tournent le dos, et c'est l'autonomie. Et l'autonomie, qu'est-ce que ça signifie? Auto, c'est soi-même, nomos, c'est la loi. Donc c'est se donner à soi-même sa propre loi. Donc on ne se réfère plus à une loi extérieure, à une loi transcendante, à une loi qui domine notre nature. On l'ignore pour faire soi-même sa propre loi indépendamment de tout ce qui entoure, selon sa propre volonté. Et ça, c'est le propre de la modernité. Donc si l'homme peut posséder des biens extérieurs, ce ne peut être que par leur usage, le temps d'une vie, et pour permettre sa vie corporelle.
Saint Thomas d'Aquin, 1226-1274, explique en effet: Dieu a la maîtrise de tous les êtres, étant leur principe. Et c'est lui qui, selon l'ordre de sa providence, a ordonné certaines choses, a sustenté la vie corporelle de l'homme. C'est pour cela que l'homme a la possession naturelle de ces choses, en ce qu'il a le pouvoir d'en faire usage. Ce riche est blâmé parce qu'il croyait que les biens extérieurs lui appartenaient à titre principal, comme s'il ne les avait pas reçus d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. Donc, Je pense que oui, il faut peut-être mieux continuer et ensuite revenir sur une explication générale, parce que bien. cette citation est complétée par les autres. Allez. Ainsi, la propriété du riche peut-elle être juste si elle est limitée moralement? Alors, je pense que tu as sauté une ligne. Pardon, la communauté, Oui. oui, pardon. La propriété des biens terrestres par le genre humain est de droit naturel. Donc, on reprend. La propriété des biens terrestres par le genre humain est de droit naturel. Cependant, la propriété privée ne relève pas directement du droit naturel, mais de conventions humaines. Ainsi, je cite, la communauté des biens est dite de droit naturel, non parce que le droit naturel prescrit que tout soit possédé en commun et rien en propre, mais parce que la division des possessions est étrangère au droit naturel. Elle dépend plutôt des conventions humaines et relèvera par là du droit positif. Le droit positif, c'est le droit que font les hommes et qui est applicable à un moment donné et à un endroit donné. Aussi, la propriété du riche peut-elle être juste si elle est limitée moralement? Le riche n'est pas injuste. Lorsque, s'emparant le premier de la possession d'un bien qui était commun à l'origine, il en fait part aux autres. Il ne pêche qu'en leur interdisant à tous d'en user. En résumé, si saint Thomas montre ailleurs que la propriété privée est souhaitable, elle ne saurait être absolue. Et les biens que certains possèdent en surabondance sont dus de droit naturel à l'alimentation des pauvres. Et donc, entre autres missions, il revient à l'autorité politique de travailler à une plus juste répartition des biens, de sorte que chacun puisse vivre honnêtement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce paragraphe qu'on a été obligé de résumer aussi. C'est une synthèse. Alors ceux qui veulent en savoir plus sur la pensée de saint Thomas d'Aquin sur la question, il faut qu'ils consultent l'article qui est paru dans les Cahiers du Camp, justement sur la propriété, sur tout ce que dit saint Thomas d'Aquin sur la propriété. On a fait un résumé, c'est principalement tiré de la Somme théologique, de différentes questions de la Somme théologique. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? C'est que les biens extérieurs appartiennent à l'homme, l'homme les possède, mais en tant qu'espèce, en tant qu'être humain. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, que Dieu a donné aux hommes la maîtrise donc de ces biens extérieurs. Il leur a donné la création. Mais il leur a donné en tant qu'ils en usent, et non pas en tant que possesseur ultime, puisque c'est lui le possesseur ultime, c'est lui le propriétaire ultime. D'autre part, on en a déjà parlé, un homme est forcément limité. Il est limité dans le temps. Il naît, il vit, il meurt. Et donc il va avoir durant sa vie, il doit avoir la jouissance de biens qui peuvent sustenter à sa vie corporelle. Et là, c'est un droit, vous voyez? Et donc, c'est un droit naturel de pouvoir s'alimenter. Si quelqu'un meurt de faim, saint Thomas le dit bien, il peut prendre il peut prendre à un autre ce dont il a besoin. Évidemment, si l'autre ne meurt pas de faim non plus, évidemment. Mais on a le droit de se servir. Et ce n'est pas du vol. Parce que ce qui est important, c'est que tout le monde vive.
la propriété, c'est pas un absolu. C'est ça qui est important de comprendre. Et saint Thomas le dit bien, que si un riche possède, alors les biens que certains possèdent en surabondance sont dus de droit naturel à l'alimentation des pauvres. Alors la propriété, saint Thomas le dit dans d'autres textes, n'est pas mauvaise. La propriété d'une personne, le fait que quelqu'un possède quelque chose, ce n'est pas mauvais et c'est même souhaitable. Parce que s'il possède quelque chose, il va bien s'en occuper. Alors que si tout est possédé en commun, saint Thomas dit, ça c'est le communisme, il ne parle pas du communisme bien sûr, mais il fait cette remarque, si tout est possédé en commun, personne ne s'occupe de rien. Et tout disparaît, tout se dégrade. Donc la propriété est souhaitable, mais ce n'est pas un absolu. Et c'est juste un usage. Et là, le problème, c'est qu'à la Révolution française, la propriété elle-même, le fait que quelqu'un possède quelque chose, eh bien c'est devenu un droit naturel, avec on l'a vu tout à l'heure, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et c'est pas du tout traditionnel, ça. Si on veut un exemple, on y reviendra dans la deuxième partie. Vous avez, jusque dans les années 60, en Lorraine, un reliquat de ce qu'il y avait dans l'Ancien Régime, avec le droit de veine pâture. Qu'est-ce que c'est le droit de veine pâture ? Imaginez, vous avez le propriétaire d'un champ. Eh bien, entre deux récoltes, il est tenu de laisser le pauvre laisser venir paître ses bêtes. Vous voyez, le pauvre qui n'a pas de terre, eh bien, il peut posséder une vache, deux vaches, que sais-je, eh bien, il a le droit de venir sur les terres du riche, du propriétaire, faire paître ses animaux. Parce que la nature appartient quelque part à tout le monde, à tout le genre humain. Mais le riche est responsable de cette partie-là. Mais il ne peut pas en interdire l'usage aux autres. Tant que ça ne nuit pas, évidemment, à sa récolte, à ses intérêts. Parce qu'il y a aussi, c'est donnant-donnant. Le pauvre ne vient pas saccager le champ du propriétaire. Non, il s'agit vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse vivre. Alors, je ne sais pas si je suis assez clair. Si, c'était bien. À l'heure actuelle, pour rappel ou pour information, le propriétaire actuellement, il a, si on veut résumer très très vite, il a des attributs en fait dans son droit de propriété, et vous allez vite voir la différence en fait. En ce moment, le propriétaire, il a donc le droit d'user de la chose. Donc jusqu'à là, pas de choses choquantes quand on est propriétaire de quelque chose. Il a le droit de jouir de la chose. Il a le droit de disposer de la chose. Eh bien, c'est celui-là le plus choquant, par exemple. C'est-à-dire que le droit de disposer de la chose, donc l'abusus, il a le droit de détruire la chose. Et là, on voit bien, par exemple, les dérives actuelles. C'est-à-dire que l'homme, actuellement, considère qu'il est propriétaire de la création, il a le droit de la détruire. C'est pas un problème, c'est son droit absolu, en fait. Comme un propriétaire de magasin considérera que s'il a des reliquats de nourriture, il peut les détruire. Bon, mais ça, c'est un abus par rapport à la tradition. C'est un abus. Hein. On a plutôt, normalement, dans la tradition, un droit d'usage, un usus, et dans une certaine mesure, le fructus, c'est-à-dire le droit de jouir de la chose. Mais l'abusus, c'est vraiment complètement étranger à la société traditionnelle. C'est un excès, en fait. C'est déséquilibré, c'est une injustice. Voilà, c'est un peu le droit de propriété de maintenant. Et vous voyez aussi que le droit de propriété s'étend maintenant un peu à tout, puisque certains envisagent vraiment de rendre l'eau, l'eau payante. Là, normalement, vous avez des fontaines publiques, et là, maintenant, l'usage de l'eau sera payant, alors que c'est un droit fondamental de boire. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vital. On ne peut pas empêcher quelqu'un de boire, de prendre de l'eau dans la rivière pour arroser ses plantes ou pour se laver ou pour boire.
voyez, donc il faut évidemment traiter l'eau, mais peu importe. En tout cas, on ne peut pas l'interdire, ça. Actuellement, c'est discuté. Donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans l'optique de préserver la vie de tous les hommes. C'est plus du tout ça. Nous, on ne dit pas qu'autrefois c'était mieux dans le sens qu'il n'y avait pas d'excès. Mais en tout cas, la volonté, le principe, la règle, c'était ça. Si les hommes s'en détournaient, ils violaient la règle. Là, la règle est oubliée. Aujourd'hui, la règle est oubliée. Donc, les hommes ne la violent pas quelque part, puisqu'elle est oubliée. Et ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange surtout ceux qui peuvent monnayer des biens qui, en réalité, ne leur appartiennent pas complètement. Le peuple est son unité réalisée par l'autorité légitime. Parce qu'effectivement, nous venons de dire qu'il revient à l'autorité politique de travailler à une plus juste répartition des biens, de sorte que chacun puisse vivre honnêtement. Il va falloir expliciter tout ça. Donc les hommes se sont multipliés et se regroupent en peuples qui se définissent par leurs lois et leur communauté d'intérêt. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin définit le peuple. Et c'est très intéressant parce qu'il va définir le peuple suivant une définition reprise par saint Augustin qui lui-même cite Cicéron. Donc oui, vous avez 3 autorités, Cicéron, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin qui donnent la même définition du peuple. Donc saint Thomas dit, saint Augustin cite cette définition du peuple par Cicéron. C'est la multitude rassemblée par des liens de l'unité du droit et de la communauté d'intérêt. Vous voyez que dans cette définition, qu'est-ce qui va unir un peuple? Qu'est-ce qui va faire qu'on est un peuple? C'est des liens de l'unité de droit. C'est la loi qui va faire qu'on est un peuple. Et la communauté d'intérêt. Il n'y a pas d'histoire de race, de tout ce qu'on veut, non. C'est vraiment l'unité du droit. Alors c'est très très important ça. Parce que ça apporte on va y revenir dans la deuxième partie, par rapport à ce qui a cours actuellement et par rapport aux définitions qui sont données. Et c'est très important cette notion de peuple qu'on a là. Et vous voyez bien que dans cette définition, à partir de plusieurs peuples, si il y a une loi commune, au bout d'un moment, il y a un nouveau peuple. Alors, il revient au prince d'assurer l'unité du peuple, des peuples, et de légiférer pour que chacun puisse vivre honnêtement et soit incité à bien agir. Autrement dit, à agir conformément à sa raison, pour le bien commun. Et saint Thomas dit la chose suivante. 3 conditions sont requises pour que la multitude s'établisse dans une vie conforme à l'honnêteté naturelle. Donc vous voyez le but du jeu, alors du point de vue naturel, simplement. Saint Thomas se pose du point de vue naturel. Là, on ne parle pas des fins dernières, c'est-à-dire finalement de la vision béatifique. On parle du point de vue politique, de la finalité de la politique, du point de vue naturel. Eh bien, c'est de faire en sorte, dit saint Thomas en préambule, que tout le monde puisse vivre une vie conforme à l'honnêteté naturelle. Donc, la première condition, c'est que la première condition sera qu'elle se fonde, cette vie conforme à l'honnêteté naturelle, sur l'unité de la paix. Donc la première condition, c'est l'unité de la paix. La seconde condition, qu'étant unie par l'unité de la paix, elle soit dirigée à bien agir. Ça veut dire quoi? C'est une fois qu'on a établi l'unité de la paix, eh bien on va faire des bonnes lois qui vont inciter la multitude à bien agir. Et donc à mener une vie honnête. Et saint Thomas précise, et il va encore préciser une autre fois, mais il le précise déjà une fois, car il est impossible à l'homme de bien agir lorsque l'unité de ses parties ne se trouve préalablement réalisée.
De même, il sera impossible de bien agir à une société humaine à qui manque l'unité de la paix en raison de ses luttes intestines. Donc on voit que, première condition, l'unité de la paix. Deuxième condition, faire de bonnes lois pour diriger la multitude à bien agir. Troisième condition. La troisième condition requise est que la prudence du souverain prévoit tout ce qui suffit à assurer le plein développement d'une vie conforme au bien honnête. Et dans cette troisième condition, on voit bien qu'il y a tout ce qui est matériellement, tout ce qui consiste à pourvoir matériellement la société pour qu'elle puisse vivre. Donc ça, c'est une question de prudence. Vous remarquerez que c'est pas d'acquérir le maximum de richesse. Non. Le but du jeu, c'est que les gens vivent une vie honnête. Et ça, vous savez, on le trouve dans un pays actuellement. Et c'est pas un pays chrétien. Et c'est un pays qui vit, du point de vue naturel, de façon honnête. Et qu'est-ce que c'est ce pays? C'est le Bhoutan. Donc vous avez un roi, le roi du Bhoutan, qui a décidé de limiter la modernité. C'est pas la croissance qu'il a choisie, c'est le bien vivre. Et les gens, en fait, on appelait ça plus tard l'indice du bonheur, parce qu'évidemment, le bien vivre, ça crée le bonheur. Et effectivement, les gens ne vivent pas avec le confort que nous avons, nous, en Occident, mais les gens vivent honnêtement et autant qu'ils puissent vivre en dehors d'une société chrétienne, bien entendu, mais ils vivent honnêtement. Et puis c'est vrai que c'est un pays qui ne connaît pas les dépressions comme on en a à l'Occident. Donc saint Thomas continue. Or, le bien et le salut des hommes agrégés en société est de conserver cette unité harmonieuse qu'on appelle paix. Oui, il y revient encore. Que celle-ci s'éloigne, l'utilité de la vie sociale disparaît. Bien plus, la société désunie devient insupportable à ses membres. Voilà donc à quoi doit par-dessus tout s'appliquer le chef de la société à procurer l'unité qui fait la paix. C'est quasiment mot pour mot ce que dit Confucius dans le Taillon. Donc saint Thomas dit exactement la même chose que Confucius, ça fait à peu près 1700 ans après. Alors je ne sais pas si tu as des commentaires, Olivier, sur... Moi, une illustration de ça, c'est une petite digression par l'histoire de France. Quand est-ce que débute l'histoire de France? Bien, l'histoire de France, elle débute avec, pour les modernes maintenant, elle commence avec les Gaulois, Vercingétorix, etc. Nos ancêtres les Gaulois. Alors attention, on ne va pas faire de l'histoire subversive. On est bien d'accord qu'une partie d'entre nous avons des ancêtres gaulois, c'est pas le problème ce que je vais dire. Mais l'histoire de France ne commence certainement pas avec Vercingétorix. Quel est le lien avec le texte qu'on vient de faire? C'est que l'histoire de France commence avec Clovis et son baptême, qui a assuré l'unité des peuples. Parce que l'histoire de France commence avec ça, c'est-à-dire l'unité de différents peuples. À l'époque, ces peuples étaient très différents. Les Celtes, les Gallo-Romains, les Francs, les Burgondes, les Visigoths. Et en fait, c'est une illustration parfaite de ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Il y a un prince qui est venu, et il n'y avait pas déjà un peuple, une nation, une patrie, pas du tout. Il a fait unité. Et il a fait unité autour de quoi? Autour des principes qu'énonce saint Thomas. Il ne les a pas tous réalisés d'ailleurs, comme disait Marc. Mais il a fondé l'unité sur ces principes. Et donc, on peut voir dans notre histoire de France que c'est vraiment le début de l'unité. C'était pas fondé ni sur le sang d'un peuple, ni sur des coutumes particulières. C'est vraiment fondé sur ces principes-là de l'unité du peuple autour d'un prince qui respecte les principes énoncés par saint Thomas. Voilà, c'était une illustration, je trouve... Tout à fait. Il fallait le dire à cet endroit-là, je pense, oui. Ouais. Donc, en légiférant selon la loi naturelle, ou loi de droit de raison, le prince reconnaît une loi supérieure à la sienne. C'est ce qu'a fait Clovis, justement. Quand il a reçu le baptême, comme le disait Olivier tout de suite, il a reconnu une loi supérieure à la sienne. Et donc, ça a donné confiance à tous les autres peuples. Il dit, celui-là est obligé d'agir chrétiennement.
parce qu'il est obligé, il suit la loi de Dieu. Donc, on est porté à lui faire confiance. Et c'est comme ça qu'il réalise cette unité. Donc, le prince reconnaît une loi supérieure à la sienne, celle de notre nature voulue par le Créateur. Alors Clovis, il a en plus, c'est pas simplement la loi naturelle qu'il a reconnue, c'est la loi révélée, qui vient confirmer la loi naturelle, mais qui va plus loin. Donc le prince, qui reconnaît la loi, une loi supérieure à la sienne, la loi naturelle, la loi de droit de raison, comme le dit Cicéron, 50 ans avant Jésus-Christ, devient alors le ministre de Dieu, son lieutenant. Et cette légitimité lui permet d'obtenir non seulement l'obéissance libre, mais plus encore l'amour de ses sujets, nous dit le jurisconsulte Jean Bodin. Alors effectivement, pourquoi le roi qui reconnaît une loi supérieure à la sienne, la loi de Dieu, la loi du Créateur, la loi naturelle que le Créateur a voulu pour les hommes? Eh bien, parce qu'il va légiférer conformément à cette loi, et s'il, dans ses propres lois, il intègre la loi naturelle, si ces lois sont conformes à la loi naturelle, à ce moment-là, elles sont conformes à la volonté de Dieu. Et donc, à ce titre, le roi est le ministre de Dieu, son lieutenant. Il tient un lieu de Dieu le représentant de Dieu sur terre, de figure de Dieu sur terre. Et le roi de France, figure du Christ sur terre. Et donc Jean Bodin, là, a dit quelque chose de très, très important, de très fort. Donc, vous voyez, c'est le XVIe siècle. Il dit « C'est donc la vraie marque de la monarchie royale, quand le prince se rend aussi doux et ployable aux lois de nature, qu'il désire ses sujets lui être obéissants. » Alors, c'est la marque de la monarchie royale quand le prince se rend aussi doux et ployable aux lois de nature. C'est-à-dire que, obéissant aux lois de nature, à la loi naturelle. Et il va obtenir d'autant plus l'obéissance de ses sujets que ces lois seront conformes aux lois de nature, à la loi naturelle. C'est ce que dit Jean Bodin là. Et Jean Bodin explicite comment il va faire ça. Ce qu'il fera, d'abord, s'il craint Dieu surtout. Évidemment, s'il craint Dieu. Parce que c'est lui, normalement, le roi, son représentant. Son représentant qui doit faire appliquer dans ses propres lois la loi naturelle. Deuxièmement, s'il est pitoyable aux affligés. Donc d'abord, vous voyez, avoir soin de ceux qui sont, affligés par le sort. Prudent aux entreprises, hardi aux exploits, modeste en prospérité, constant en adversité, ferme en sa parole, sage en son conseil, soigneux des sujets, secourable aux amis, terrible aux ennemis, courtois aux gens de bien, effroyable aux méchants et juste envers tous. Si donc les sujets obéissent aux lois du roi et le roi aux lois de nature, la loi, d'une part et d'autre, sera maîtresse, ou bien, comme dit Pindare, reine. Car il s'ensuivra une amitié mutuelle du roi envers les sujets et l'obéissance des sujets envers le roi, avec une très plaisante et douce harmonie des uns avec les autres et de tous avec le roi. C'est pourquoi cette monarchie se doit appeler royale et légitime. Donc, là, Jean Bodin vient de résumer ce qui se passait sous la monarchie française dans l'Ancien Régime, et notamment dans l'Ancien Régime. Vous savez, vous avez l'ethnologue anglais Arthur Young, qui avait voyagé juste avant la Révolution française en France et juste après la Révolution. Et il s'étonnait de cette amitié que les Français entretenaient avec le roi légitime. Il dit, c'est quelqu'un, à propos du roi, c'est quelqu'un qui faisait partie de la famille. Tout le monde connaissait quelqu'un qui l'avait rencontré. Parce qu'évidemment, le roi était accessible. C'était le père des pères de famille. Et c'est quelque chose qui se vivait.
c'est pas un fantasme de Jean Bodin, ce qu'il décrit là. C'est vrai, c'est une sorte de miroir de prince, hein, c'est-à-dire une sorte de feuille de route. Mais n'empêche que c'est ça qui se passait. Et c'est ça qui se vivait. Oui, c'est pas. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas un fantasme ou une idéologie que les royalistes de maintenant collent sur la royauté d'Ancien Régime en l'idéalisant. Pas du tout. Donc là, Marc citait un commentaire. On pourrait citer aussi Claude de Seyssel, qui était savoyard, je rappelle que la Savoie est française, et qui s'étonnait et qui mettait en avant, qui louait ce caractère-là de la royauté française. Pourquoi ? Parce qu'elle était fidèle à la loi naturelle, justement. C'était pas intrinsèquement que les rois français étaient meilleurs ou qu'ils étaient élus. Non, non, ils étaient respectueux de la loi naturelle et ça produisait ces effets-là qui marquaient les étrangers, qui étaient surpris par cette douce amitié, cette sorte de paix qui régnait dans le royaume de France en général. Après, il y avait des moments de crise, hein, il ne faut pas idéaliser, mais oui. Ces principes-là étaient appliqués, donc on dépassait ces crises et il y avait cet effet-là, cette amitié paisible, très plaisante et douce dont parle Jean Bodin. Donc il y a d'autres auteurs, hein. Souvent ce sont des ambassadeurs d'ailleurs, c'est intéressant de lire les rapports des ambassadeurs étrangers qui venaient à la cour de France. Et Claude de Seyssel dont je vous parlais, c'était un ambassadeur et un religieux de la Renaissance. Donc là on est bien avant l'Ancien Régime. Oui. Il y a une continuité de cette perception de la douceur qui régnait en France grâce à ce respect de la loi naturelle. Et pour compléter ce que dit Olivier, c'est qu'en France, en plus, le roi, par le sacre, prêtait serment à Jésus-Christ, son suzerain. Le véritable suzerain de la France, c'est Jésus-Christ, dont le roi était le représentant. Donc, il y avait en plus la religion catholique qui donnait les grâces, vous voyez. C'était pas uniquement quelque chose de nature, comme le dit Jean Bodin, là. Mais là, il se place du point de vue, comment dire, strictement politique. Vous voyez, du point de vue strictement naturel. Mais il y a en plus la grâce. Et le sacre donnait justement des grâces. Parce qu'il venait, en quelque sorte, sanctifier. C'est pour ça qu'on disait, entre guillemets, que c'était un sacrement. Parce que ça venait, c'est comme le mariage. Vous voyez, le mariage, normalement, c'est les époux qui se le donnent mutuellement. Et le mariage existe en dehors de l'Église catholique, bien entendu. Mais quand il se fait à l'Église, les époux se donnent vraiment, mutuellement, le sacrement qui leur donne des grâces qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc là, c'était ce qui se faisait aussi dans la monarchie française. Alors ça, c'était le premier commentaire que je voulais faire. Et puis, il y en avait un deuxième que j'ai oublié, malheureusement. Oui, bon, il va revenir. Ah oui, voilà. Deuxième commentaire. Vous voyez que quelque chose qui est très très important et sur lequel insiste Jean Bodin, c'est que le roi doit être ferme en sa parole. Il n'a qu'une parole. C'est exactement mot pour mot le contraire de ce que Machiavel recommande au monarque. Il n'a pas à tenir sa parole parce que les sujets, qui sont des gens méchants, ne tiendraient pas la leur. Mais il peut mentir, il peut dire tout ce qu'il veut, il n'a pas... Et donc on voit tout à fait, par symétrie, par opposition, la modernité qui est fondée par Machiavel et ce que tous les artisans de miroirs de prince, comme Jean Bodin, mais il y a aussi des clercs qui ont fait évidemment des miroirs de prince, recommandent au prince. Surtout d'être ferme dans sa parole. Et à qui il dit ça ? De qui se moque-t-il finalement Machiavel lorsque il dit mais les Français n'ont rien compris. Le roi de France, il connaît rien à la politique. Il dit ça dans le Prince. Hein. Machiavel dit ça dans le Prince. Louis XII n'a rien compris. Il se croit
tenu de respecter sa parole. Mais personne ne fait ça. Et en fait, la conclusion du livre, il dit, César Borgia, qui avait respecté toutes les consignes finalement que préconisait Machiavel, et bien, César Borgia a connu la déchéance. Et finalement, le roi de France, lui, parce qu'il a été fidèle, a continué, lui, la monarchie française a continué sous cette forme pendant quelques siècles encore. Et tous ceux qui ont adopté la stratégie de Machiavel ils ont perdu en crédit, ils ont perdu. Donc, la monarchie française a conservé l'honneur. Même si même si respecter sa parole à un moment donné, c'était pas forcément la chose la plus efficace ou la plus pragmatique. Vous voyez, on respectait l'honneur et les principes. Donc, je continue, Olivier, ou tu as quelque chose à dire? Non, là, sur ce point-là, non, le parallèle était très juste. Et d'ailleurs, on pourra remarquer que Machiavel, que tout le monde encense, de tous les partis, le général de Gaulle aussi était un grand machiavélien. En fait, les conseils qu'il a donnés et qui ont été suivis, ça a été soldé d'un échec, et sa propre vie politique a été un échec. Donc c'est assez étrange de se fier sur un homme qui a échoué à la fois au niveau personnel et à la fois dans les gens qu'il a conseillés et qu'il a formés. Donc on juge un arbre à ses fruits. Voilà. Donc on le voit avec Jean Bodin, on continue. La monarchie royale légitime réalise le mieux l'unité harmonieuse de la multitude que demandait saint Thomas d'Aquin. Par l'amitié politique qu'il vise et qu'il instaure, ce régime favorise pleinement l'accomplissement de notre nature d'animal rationnel, de notre vertu. Vous voyez, l'accomplissement de notre nature d'animal rationnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la droite raison. Et donc, c'est la vertu. La vertu est la droite raison. C'est la loi naturelle. Donc, évidemment, tout est lié, tout se regroupe, tout se supporte mutuellement. Donc, la vertu de justice, source d'unité et d'égalité. Je ne sais pas si tu veux bien lire. Oui, bien sûr, je peux. Merci. Donc, la vertu de justice, source d'unité et d'égalité. Donc, juste envers tous, dit Bodin, qui insiste. La raison principale qui peut mouvoir les princes à juger leur sujet est l'obligation mutuelle qui est entre le prince et les sujets. Car, tout ainsi que le sujet doit obéissance, aide et connaissance à son seigneur, de même aussi le prince doit au sujet justice, garde et protection. Oui, donc vous voyez qu'on est très très loin de l'image qu'on se fait actuellement de ce qu'était un roi ou de ce qu'est une autorité. Actuellement, une autorité ne peut que vouloir profiter, abuser de son pouvoir. Alors que dans la société traditionnelle, eh bien, l'autorité politique a des devoirs, mais les sujets ont aussi des devoirs. L'autorité politique a le devoir de justice, de garde et de protection envers ses sujets. De justice, c'est lui qui doit rendre la justice. Et les sujets ont aussi des devoirs. Ils ne sont pas passifs, les sujets. Ils doivent évidemment l'obéissance, et c'est d'autant plus facile que les ordres ou les lois sont conformes à la loi naturelle. Ils doivent aide à l'autorité et ils doivent connaissance. Et ça veut dire quoi, connaissance? Conseil. Parce que l'autorité politique ou l'autorité tout court ne peut pas tout connaître. C'est impossible. Un homme tout seul ne peut pas tout connaître. Et donc, parmi ces subordonnés, il y a forcément des personnes qui en connaissent plus sur tel ou tel sujet. Ces personnes ont un devoir de conseil vis-à-vis de l'autorité. C'est pas eux qui commandent, mais ils ont un devoir de conseil pour que l'autorité prenne les bonnes décisions
pour le bien commun. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Il y a une réciprocité. Et ça, c'est absolument oublié aujourd'hui, ça. Mais ce qui est très important, c'est que le prince doit d'abord justice. Comme le dit Baudin, d'ailleurs, juste envers tous. Saint Thomas dit, le prince doit au sujet justice, garde et protection. Si on voulait résumer ça par une formule un petit peu facile, mais qui fonctionne bien, on pourrait dire que la modernité, c'est une société de droit, des droits à, j'ai droit à, une société de droit et un état de droit, alors que la société traditionnelle, c'était une société de devoir et un état de justice. Oui. Très différent. Oui. Saint Thomas, ah oui, donc c'est à toi de lire. C'est à moi, pardon. Saint Thomas confirme que la vertu principale requise pour maintenir l'unité est la vertu de justice. Cicéron nous dit, la justice est la règle qui maintient la société des hommes entre eux et leur communauté de vie. L'Aquinate remarque alors que la justice implique une certaine égalité entre les hommes. La justice, parmi les autres vertus, a pour fonction propre d'ordonner l'homme en ce qu'il est relatif à autrui. En effet, elle implique une certaine égalité. Comme son nom lui-même l'indique, ce qui s'égale s'ajuste, dit-on communément. Or, l'égalité se définit par rapport à autrui. Il revient à l'autorité politique de maintenir l'unité en établissant l'égalité de la justice. Et Aristote souligne, le dirigeant et le gardien du juste, il est aussi celui de l'égalité. Alors c'est étonnant de voir l'égalité venir ici, parce que l'égalité, et on le verra dans la deuxième partie, c'est le slogan de la modernité. Donc il faut absolument préciser ce que signifie l'égalité, parce qu'on voit que c'est très important, puisqu'il s'agit d'une question de justice. De quelle égalité parle-t-on ici ? Je continue. Oui, je vois volontiers, oui. Donc l'égalité de justice, justice commutative et distributive. Cependant, il ne faudrait pas limiter l'égalité à une égalité arithmétique. En réalité, deux types de justice existent conjointement dans la cité. Une justice commutative tout d'abord, qui règle l'échange d'une chose avec une autre chose, les deux choses échangées devant être égales arithmétiquement. Dans les échanges, on rend à une personne particulière quelque chose en remplacement de ce que l'on a reçu d'elle, ce qui est évident dans l'achat et la vente, qui nous donne la définition élémentaire de l'échange. Il faut égaler objet à objet, de telle façon que tout ce que l'un a reçu en plus en prenant sur ce qui est à l'autre, il le lui restitue en égale quantité. Ça, c'est la première justice, la justice commutative arithmétique. Oui. Et c'est la justice qui existe dans les transactions commerciales. Et c'est ce que autrefois on appelait aussi pour les transactions commerciales la doctrine du juste prix. C'est-à-dire ni trop ni trop peu, il ne faut pas qu'une des parties soit lésée. Si la transaction est inégale, il faut au contraire des transactions égales, où l'égalité est respectée. Et c'est une égalité arithmétique, là, parce que c'est objet à objet, ou objet à service. Il y a aussi, ce qui est pris, c'est aussi la plus-value. Hein, par exemple, alors saint Thomas explique longuement que quelqu'un qui revend, s'il est allé chercher très loin la marchandise, il a eu la peine d'aller la chercher, cette marchandise. Quelquefois, il a risqué sa vie aussi à l'époque. Vous savez, les voyages n'étaient peut-être pas aussi sûrs, surtout s'ils étaient lointains. Et donc, en rétribution, en dédommagement, le prix, il pouvait revendre
à un prix plus élevé que ce qu'il avait acheté. Et ça, c'est tout à fait juste, vous voyez. Et tout était fondé comme ça. Et c'était ça qui guidait la société. Et l'usure, par exemple, était fermement condamnée. Alors, quelquefois, nous verrons dans d'autres textes qu'elle était tolérée, parce qu'il n'y avait pas le choix, mais parce qu'il y a une souplesse dans l'application des principes. Mais dès qu'on peut, on revient au principe. Aborder le deuxième aspect de la justice qui est très important, et donc c'est la justice distributive qui complète la commutative. Alors qu'est-ce que c'est que cette justice distributive ? Eh bien, elle règle la chose due à une personne, mais en fonction de son importance ou de son mérite par rapport à un bien commun. Dans ce cas, c'est une égalité proportionnelle qui est recherchée. Et donc, il appartient à la justice distributive de donner quelque chose à une personne privée pour autant que ce qui appartient au tout est dû à la partie. Mais ce dû est d'autant plus considérable que la partie occupe dans le tout une plus grande place. Et c'est pourquoi, en justice distributive, il est donné d'autant plus des biens communs à une personne que sa place dans la communauté est prépondérante. Et donc, dans tous les types de sociétés qui pratiquent une justice distributive, donc, c'est jaugé en fonction de la finalité suivie par la société. Les sociétés ont des finalités différentes. Et donc, cette justice distributive va être à l'aune de cela. Et saint Thomas continue pour nous expliquer. Dans les communautés à régime aristocratique, donc une minorité de meilleurs, qui sont censés être meilleurs, qui commandent. Cette prépondérance, elle est donnée à la vertu. Donc, le but, ce qui est recherché, c'est la vertu. On va essayer d'avoir le maximum de vertu. En revanche, dans les oligarchies, donc un petit régime de personnes qui commandent, mais qui est fermé, dans ces cas-là, saint Thomas nous dit que ça va être la richesse, qui va être recherchée, qui va être poursuivie. On va essayer d'accroître sa richesse, là où en régime aristocratique, on allait essayer d'acquérir de plus en plus de vertus. Saint Thomas d'Aquin nous dit que dans les démocraties, ce sera la liberté. Et sous d'autres régimes, d'autres façons. La liste s'interrompt là. Et c'est pourquoi dans la justice distributive, le juste milieu vertueux ne se détermine pas par une égalité de chose à chose. Ce n'est pas une égalité, donc, commutative, mais selon une proportion des choses aux personnes, de telle sorte que si une personne est supérieure à une autre, ce qui lui est donné doit dépasser ce qui est donné à l'autre. Et c'est pourquoi le philosophe dit qu'un tel milieu vertueux s'établit selon une proportion géométrique, où l'égalité n'est pas une égalité de quantité, mais une égalité proportionnelle. Donc notons que les paradigmes de ces différents régimes sont des biens en eux-mêmes. La vertu, la richesse, la liberté, et sont donc tous souhaitables sans exclusion. Mais ils sont moralement hiérarchisés. S'ils sont tous souhaitables, ils n'ont pas tous le même niveau. C'est une des raisons pour lesquelles saint Thomas préconise le régime mixte d'une monarchie tempérée par de l'aristocratie et de la démocratie. Donc là, ce point, il est particulièrement important parce qu'on a tendance souvent à voir dans la justice une justice commutative, arithmétique, stricte, alors qu'il y a aussi la justice distributive, qui est très importante, évidemment. Et saint Thomas nous montre aussi un deuxième aspect qui est très important, c'est que en fonction du type de société qu'on va avoir, on va mettre en avant certaines vertus plus que d'autres. Et saint Thomas nous dit, elles sont toutes louables, certes, elles sont toutes louables, mais il y a quand même une hiérarchie.
il y a une hiérarchie, et donc pour lui, c'est pour ça qu'il préconise une monarchie. Pourquoi ? Parce qu'il faut un seul qui commande pour l'unité, mais cette monarchie va être tempérée par des touches d'aristocratie et de démocratie qui vont amener, elles aussi, le développement d'autres vertus, chacune en respectant cette hiérarchie des vertus. Donc ça, c'est un point qui est très important, de ne pas avoir une vision limitée ou étriquée de la justice. Et donc, là, on vient de voir, finalement, qu'est-ce que c'était que cette égalité de justice. Donc cette égalité de justice, comme disait Marc tout à l'heure, elle ne correspond pas du tout à l'égalité rousseauiste, l'égalité moderne, actuelle. Donc il ne faut pas confondre les deux. Il y a un même mot qui ne correspond pas à la même réalité. Pour conclure, donc, nous reviendrons sur ces régimes lors de la prochaine séance, puis on continuera avec la monarchie organique. En rappel de ce que nous avons fait, donc nous avons vu, premier point, que cette bourgeoisie absolue actuellement est représentative, domine la société moderne. Donc on peut dire, à la suite de François Furet, que la bourgeoisie est l'autre nom de la société moderne, notre société moderne qui ne va pas bien. On a vu que pour pouvoir la juger concrètement, on avait besoin donc de se rappeler un référentiel traditionnel, et donc on a commencé à explorer ce référentiel traditionnel. Et on est parti évidemment de très très large, très loin. On est parti de la place de l'homme dans l'univers. On a vu quel était son rapport au monde, évidemment. Qu'est-ce qu'il devait faire du monde. On a vu qu'il avait une loi naturelle qui était inscrite dans la nature, que l'homme pouvait découvrir par sa raison, et que cette loi naturelle, il devait la respecter pour produire de bons fruits. Donc c'est ça qu'il devait, c'est ça que nous devons donc respecter. Que cette loi naturelle a été appliquée jusqu'à très tard, respectée jusqu'à très tard, c'est précisément lors de la modernité qu'on est passé d'un régime d'hétéronomie où on accueillait cette loi naturelle et on essayait de calquer notre loi positive sur les principes de la loi naturelle. La modernité est arrivée à une loi positive stricte où l'homme est dans l'autonomie. L'homme dicte ses propres règles indépendantes de la loi naturelle. Ensuite, on a abordé donc la question de la propriété, qui était importante pour continuer d'opposer un petit peu la propriété au sens actuel et puis la propriété au sens traditionnel. Ensuite, on a vu dans un quatrième point quelles étaient les clés, quels étaient les principes qui permettaient de réaliser l'unité des peuples autour de l'autorité légitime. C'était autour des auteurs antiques, et puis ensuite on a développé aussi autour de Jean Bodin, et on vous disait que ce qui était appliqué en France, et qui aurait pu être appliqué ailleurs, mais qui était appliqué en France, donnait des fruits de concorde, de paix et de douceur, précisément parce que le roi respectait cette loi naturelle. Cette loi naturelle était respectée, mais il fallait, pour qu'elle soit, mise en musique, il fallait impérativement appliquer, c'est le dernier point qu'on a vu, la vertu de justice. Et dans cette vertu de justice, on voyait qu'il y avait des relations en fait de réciprocité entre les sujets et le roi, évidemment, avec chacun des devoirs. Je rappellerai le slogan qu'on a dit tout à l'heure, la société actuelle qui est une société de droit, et un état de droit qui applique la loi positive, alors qu'avant on était dans une société de devoirs mutuels et dans un état de justice. On n'appliquait pas bêtement la loi qui est écrite, mais on cherchait à obtenir un état de justice.
Et puis pour finir, on a vu que cette justice, si c'était une notion qui était assez facile pour nous spontanément, on se rendait compte que la notion d'égalité dont on parle là, d'égalité nous met mal à l'aise. En tout cas, elle pourrait créer une incompréhension avec l'égalité qui nous est familière, moderne. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on a été obligé de revoir ce qu'était cette fameuse notion d'égalité de justice. Pas une égalité toute seule, une égalité de justice. Et donc, ça nous a amené à voir justice commutative et distributive. Et puis, de voir que chaque régime, chaque type de société, poursuivait donc un but qui lui était particulier, ce qui était important pour la justice distributive. Voilà, c'était à peu près le programme qu'on voulait faire avec Marc. Donc, en plus, on a eu un problème technique, mais on est arrivé au bout. Donc, je vous invite à nous retrouver le mois prochain, le dernier jeudi du mois, à 20h, pour pouvoir donner la suite de la conférence sur ce point. Excusez-moi pour la toux. Une question de Monsieur Botton. Pouvez-vous donner un exemple sur l'égalité proportionnelle? Comment dirais-je? En fonction des mérites, on va avoir donc une distribution, une personne qui va être plus méritante en fonction de ce que recherche une société particulière. Eh bien, il va recevoir plus qu'une autre. Et ça constitue, on respecte l'égalité en soi, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de justice entre deux personnes. Par exemple, le chancelier de France, qui est responsable de toute la justice, qui est un homme très juste, va recevoir plus de biens et de dignité pour assumer sa fonction, plus que quelqu'un de normal comme vous et moi. Et donc là, il y aura égalité proportionnelle. On n'aura pas reçu une égalité au sens arithmétique, mais au sens géométrique. Après, moi personnellement, j'aurais un peu une question sous forme affirmative. Oui. Peut-on parler d'une société vertueuse qui serait sollicitée, motivée par la grâce divine, et à contrario, parler pour la société moderne bourgeoise actuelle d'une société de médiocrité qui serait, entre guillemets, attirée par la déchéance, par le péché originel, en se trompant de bien? Alors, moi je dirais que la société actuelle, qui ne poursuit plus les vertus, donc elle n'est plus vertueuse en elle-même, ça rapporte rien dans le système actuel. Dans le système actuel, la société actuelle ne recherche pas l'acquisition des vertus. Ça, c'est un fait. Elle recherche l'acquisition des richesses. Et dans cette acquisition des richesses, voire même des libertés, c'est pour ça qu'on en reparlera la prochaine fois, il y a une course effrénée aux libertés, et donc aux libertés, y compris par rapport, y compris dans le rapport de s'affranchir de règles contraignantes qui sont bonnes en elles-mêmes. Donc il y a cette mauvaise liberté, et ensuite dans le cadre de cette richesse, pour faire de la richesse, on a tendance à développer une société de confort, de service, non pas que tous les conforts et toutes les améliorations soient mauvaises, mais il y a un encouragement à cela. Par exemple, prenons les plateformes de séries, par exemple. Une plateforme de série, en soi, ça pourrait ne pas être mauvais, ça pourrait être quelque chose qu'on propose, un produit culturel intéressant. En fait, là, pour faire plus de profit, on va encourager les gens à les regarder de plus en plus. Pourtant, on sait que c'est trop chronophage, que ça a tendance à avachir les gens, etc. Mais on va le faire quand même, ça produit des richesses. Et puis, ça produit aussi de l'influence, et donc on pourra passer des messages par le biais de ces séries. Donc, on va développer des choses qui ne sont pas vertueuses, mais qui vont permettre un accroissement de richesse. Pareil pour les chaînes de fast-food, par exemple. Pareil pour plein de choses, en fait. Et donc, effectivement, à partir du moment où le seul but est la richesse, mais toute seule, hein, c'est un peu la
la citation de Chesterton, ce sont des vertus isolées devenues folles, la richesse seule n'est pas bonne. Alors que la richesse avec d'autres valeurs à côté est une bonne chose en soi. D'avoir de la richesse, c'est un moyen, c'est certainement pas une fin.